Nous arrivons bientôt du coup à la pause et je suis en compagnie de Sylvain Louradour, le Chief Creator Officer de NetExplo. Merci infiniment d'être avec nous, Sylvain. Bonjour Julia. Alors l'Observatoire NetExplo se consacre aux enjeux les plus brûlants du moment, comme aujourd'hui la data transformation, mais c'est aussi, et on va en parler dans un instant, une captation internationale en temps réel de l'innovation au sens large. Cette journée donc est dédiée à la compréhension et au pouvoir de la data, tout comme d'ailleurs les tendances internationales de NetExplo 2021 et 2022. Oui, exactement. Donc, en fait, les datas sont au cœur des tendances The New Now de NetExplo. La tendance sur la data n'est pas surprenante parce qu'évidemment, c'est une captation de 3000 innovations par an sur tous les continents et dans tous les secteurs qui est opérée. Et dans cette captation, la data est un problème, est un sujet surreprésenté. Donc, ce qui nous a intéressé notamment dans la data, dans The New Now, c'est la question des biais sexistes et des biais racistes. Alors justement, The New Now, je l'ai là en main, toute cette captation qui se retrouve donc dans ce livre. Dans cette première partie des Global Trends que nous allons regarder dans un instant d'ailleurs, eh bien, vous explorez aussi les limites d'un futur dessiné par la data et par l'IA. Exactement, c'est tout le paradoxe des data qui sont des bribes du passé. Par définition, ce sont des événements déjà survenus. Donc comment constituer un futur, comment imaginer le futur à partir de bribes du passé. Donc c'est une invitation aussi peut-être à dépasser un modèle de prévision qui serait uniquement constitué de la data pour aller vers pouvoir imaginer des mondes possibles, différents, tous en même temps, c'est-à-dire plusieurs possibles futurs. Alors, je le rappelais tout à l'heure, mais NetExplo, c'est avant tout un observatoire de l'innovation mondiale. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Bien oui, c'est un réseau de captation exclusif d'universités, de chercheurs, d'étudiants, d'écosystèmes, donc par exemple des startups qui, chaque année, nous remontent 2000 à 3000 innovations que nous analysons pour constituer des grandes tendances de l'année. Alors, est-ce que, Sylvain, tu peux nous donner peut-être en avant-première la date de la révélation des Global Trends NetExplo 2022-2023 ? Les prochaines tendances 2022-2023 seront révélées le 13 avril 2022 en partenariat avec l'UNESCO. Nous parlerons encore data, Web3, NFT, blockchain et surtout un mot qui a été largement évoqué ce matin, c'est le sens, le purpose. Eh bien, merci infiniment encore une fois. On peut retrouver donc The New Now sur votre site ? Oui, exactement. Très bien. Et donc, c'est un livre avec toute la captation internationale de toutes les nouvelles technologies qui a été décliné notamment en reportage et tourné à l'UNESCO. On vous laisse découvrir cela. On se retrouve à 14 h. Bon visionnage à tous. Bonjour Sylvain, merci d'être là. On est au siège de l'UNESCO à Paris. Pourquoi avoir choisi ce lieu en particulier pour raconter à nos téléspectateurs les tendances de NetExplo 2021 ? Bonjour Julia. Donc l'UNESCO est un lieu hautement symbolique. C'est un lieu à vocation internationale. Il est symbole de culture, d'éducation, de savoir. Toute l'année, il organise des initiatives concrètes pour un monde meilleur en faveur de la paix dans le monde. Le point commun entre l'Observatoire NetExplo et l'UNESCO, c'est une certaine vision humaniste de la société. Lorsque l'Observatoire NetExplo capte des innovations sur tous les continents, ce n'est pas du tout la tech pour la tech qui l'intéresse, mais c'est la façon dont la tech va transformer la vie des enfants, des femmes et des hommes du monde entier. Voilà pourquoi l'UNESCO et l'Observatoire NetExplo co-organisent le Forum Innovation depuis 2011. Alors le slogan et la raison d'être de NetExplo, c'est « Making Sense of the Future » et cette année encore, ça a pris une autre résonance. Oui, et d'ailleurs, dans le contexte que nous vivons, on peut même se demander s'il existe encore un futur. Eh bien oui, il existe dans le cerveau des femmes et des hommes que NetExplo est allé capter sur tous les continents en 2020 et 2021. Alors justement, combien d'innovations avez-vous capté cette année encore ? En fait, tous les ans, depuis la création de l'Observatoire NetExplo par Thierry Happ en 2007, ce sont à peu près 2000 innovations qui sont captées sur tous les continents et dans tous les secteurs. La deuxième étape,
c'est la sélection parmi ces 2000 innovations par Marcus Goddard, qui est VP Intelligence chez NetExplo, de 100 innovations. 100 innovations qui nous paraissent les plus remarquables pour imaginer le monde du futur et comprendre notre monde d'aujourd'hui. Et c'est à partir de ces 100 innovations que nous créons les tendances annuelles NetExplo, tendances que nous allons aujourd'hui explorer. Alors ces tendances cette année justement s'intitulent The New Now. Pourquoi ce titre? The New Now, pour moi, c'est le nouveau nom du futur. D'abord, le présent, c'est un petit peu le seul temps qui nous reste. Si on considère que le futur est difficile, voire problématique, compromis, et si l'on considère que le passé est bien rangé dans la mémoire du big data. Qu'allons-nous faire du seul temps qui nous reste? Le présent. Ensuite, le présent, c'est aussi une attitude qui est d'être là, d'être présent, une attitude qui implique une certaine responsabilité. Et puis le présent, c'est peut-être un nouveau monde à explorer, parce que si l'on se passe du modèle prévisibiliste de l'IA, on va peut-être faire plus attention à ce qui se passe autour de nous. Alors ces tendances, elles vont se décliner dans 3 différents épisodes. Comment ça va se passer alors? Alors ces tendances sont conçues selon 3 épisodes. Chaque épisode a une fonction. Le premier épisode a une fonction de décryptage, le deuxième de prospective, et le troisième est plus pour action. Le premier épisode de décryptage s'intitule Predictable Me. Il s'intéresse aux notions d'incertitude et de prévisibilité en lien avec la predictive tech, le big data et l'IA. Le deuxième épisode est plus prospectif. Il s'intitule Worlds on Demand. Il s'intéresse à une façon différente de penser notre futur. Non pas un futur unique, tracé par les statistiques, mais un futur en état superposé. Nous allons voir comment nous pouvons penser notre monde en plusieurs mondes superposés. Et le troisième épisode, Hope in Translation, s'occupe de jeter des passerelles entre ces mondes différents, entre des mondes qui peut-être divergent, comme les continents à la surface de la Terre. On peut tisser des liens de différentes façons, avec la traduction, l'inclusion, l'hybridation, mais aussi peut-être la transgression qui est, selon nous, éventuellement, la meilleure solution pour inventer l'avenir. Alors Sylvain, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous mettre dans l'ambiance? Alors on va se mettre dans l'ambiance avec 3 citations qui résument, qui racontent un petit peu notre ressenti face à l'état actuel du monde. La première citation est de Shakespeare dans Hamlet qui nous dit que le temps est sorti de ses gonds. Time is out of joint. La deuxième citation de David Bowie insiste sur l'étrangeté que l'on ressent face à un monde qu'on ne reconnaît plus quand on sort de chez soi. I'm stepping through the door and I'm floating in a most peculiar way and the stars look very different today. Et la troisième citation des Daft Punk est peut-être plus optimiste, c'est une invitation en fait à considérer l'incertitude comme une chance. And there was no preconception of what to do. Alors pour toute personne, comme pour toute entreprise d'ailleurs, pourquoi est-ce que c'est si important de pouvoir se projeter? Alors se projeter, en latin, littéralement, c'est se jeter en avant. Et comme le dit le philosophe Ricoeur, en me projetant, je m'objective. Cela signifie qu'en quelque sorte, on tente de rejoindre un double de soi-même, un peu différent et un peu mieux. Par exemple, nous, en vacances, détendus et bronzés. C'est une tension positive entre ce que l'on est et ce qu'on désire être. Le problème, c'est que la crise a cassé cette tension positive. On ne sait plus quand on peut partir en vacances. Une entreprise ou une institution ne peut plus faire de plan à 8 ans, à 8 mois, ni même à 8 jours. Les repères ont changé. Oui, les repères sont très différents, effectivement. Alors prévoir, c'est aussi une manière de tenter, en tout cas, de maîtriser le futur. Par exemple, Lilia, cette plateforme de congélation d'ovocytes, permet aux femmes de reprendre la main sur leur horloge biologique. Ce sont elles qui décident du moment où elles vont enfanter. Dans ce cas, c'est une façon de façonner le futur comme on le souhaite. Alors est-ce que ce n'est pas le principe même de l'innovation de vouloir essayer de contrôler le futur justement? Prévoir par définition, c'est vouloir éviter l'accident, c'est-à-dire par définition ce que l'on ne peut pas prévoir. Alzheimer Screening est une IA qui est capable de prévoir Alzheimer en analysant les traits du visage, là où auparavant on avait besoin d'un test psychologique pour le diagnostic. Et on sait que d'ailleurs les diagnostics très précoces sont très importants dans la lutte contre les maladies, donc c'est une innovation très intéressante. La prédiction a donc bien, comme on l'entend, un aspect très positif. Oui, totalement. Entre la précision et la puissance de l'IA, on a un allié super efficace. Par exemple, cette application AI Pollution Spotting est une IA capable de repérer les déchets plastiques dans l'océan en les distinguant des algues et de l'écume avec une grande précision, ce qui permet d'anticiper les déplacements des nappes de déchets plastiques et de dépolluer les eaux des océans.
Et à propos d'océan, on peut citer aussi Tidal, qui est une reconnaissance faciale, mais appliquée aux poissons. Donc à part le bonheur de pouvoir distinguer deux dorades, eh bien, on peut cartographier, en analysant le déplacement des bancs de poissons, on peut cartographier des zones de pêche durables. Sur Terre, on a ce robot Buggy qui s'appelle Mineral Plant et qui lui analyse tout ce qui peut concerner une agriculture durable. Le sol, les espèces de plantes, la météo. À partir de ces données-là, eh bien, on révolutionne la culture en ayant des productions avec beaucoup moins d'eau et beaucoup moins d'engrais. Et puis aussi, si on s'intéresse au changement climatique à long terme, donc encore au développement durable, on peut simuler notre adresse sous les eaux. Avec ce moteur de recherche un petit peu particulier, en fait, vous tapez votre adresse et là, vous avez une visualisation de votre rue, de votre jardin, de votre maison totalement submergée. Ce qui peut aider à faire prendre conscience des enjeux. Alors beaucoup de personnes se méfient de l'intelligence artificielle, mais on voit bien avec certains de vos exemples que ça peut vraiment être une alliée. Oui, en fait, l'IA a deux visages. D'un côté, elle a le visage d'un génie, elle est géniale. Prenez Musero par exemple, cette IA qui est capable de battre des humains à des jeux de stratégie. Eh bien, elle vient de battre des champions du monde humains à des jeux d'échecs, à des jeux de Go, sans connaître les règles du jeu et sans avoir vu une seule partie auparavant. Ça, c'est complètement fascinant. Les humains sont fascinés. Et ils sont d'autant plus fascinés que l'IA, elle, s'en fiche royalement d'avoir gagné. Non seulement elle s'en fiche, mais elle n'a même pas conscience d'avoir réalisé une prouesse. Et c'est là le deuxième visage de l'IA, sa naïveté totale. Il faut montrer une image de lapin à un enfant pour qu'ensuite il reconnaisse un lapin. Mais une IA doit ingurgiter des milliers d'images de lapins. Et ensuite, en termes de reconnaissance d'images, c'est un festival d'erreurs, une IA. Souvent, on peut lui montrer un écureuil, elle y voit un lave-linge. Alors on vient de parler de la naïveté de l'IA. Un autre problème, bien sûr, ce sont les biais cognitifs qui existent dans l'IA dès sa conception d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, une expérience récente à Washington a montré que lorsque vous présentez un portrait de femme à une IA, elle le complète à 53% par un corps en bikini, alors que quand vous montrez un portrait d'homme, eh bien, il est complété à 56% par un corps habillé en costume cravate. Et c'est à ce problème qu'une artiste technologique, qui est aussi ingénieure chez LinkedIn, s'est attaquée en créant le Gender Project, qui recense et qui classe tous les biais sexistes des algorithmes que nous utilisons. C'est cette dualité génie-naïveté qui rend l'IA très troublante. C'est un petit peu comme un extraterrestre super intelligent qui débarque sur Terre et qui s'adresse à une bouche à incendie. En fait, il faut tout lui expliquer. Alors évidemment, ça pose des problèmes quand on donne à l'IA des missions qui sont délicates, avec des conséquences souvent dangereuses. Oui, et là on peut penser à l'échec de cette IA qui, dans un service d'oncologie, était chargée de prescrire des traitements à des malades atteints du cancer. Eh bien, elle a failli mettre en péril la vie des patients. Dans un tout autre domaine, dans le domaine militaire, on peut penser à Pride, cette innovation du département de la défense des États-Unis, qui en fait vise à prédire les émotions de l'ennemi et ainsi fournir des éléments de décision aux états-majors pour des décisions capitales d'ordre militaire. Mais à la fin, est-ce que la décision revient à l'humain? Oui, mais quand une entité beaucoup plus puissante que vous fournit une prévision très précise, très argumentée, vous aurez peut-être tendance à suivre cette prévision. Et donc, ça va influencer sur votre décision. Vous allez peut-être abandonner votre esprit critique, votre propre pouvoir de prévision. Ou se laisser influencer, par exemple. Exactement. Et c'est là où une prévision peut forcer une décision. En fait, c'est comme si l'IA nous fournissait un futur prêt à l'emploi, parce qu'elle a brassé tous les paramètres et pas vous. Nous remettons à l'IA, qui sait tout de nous, le pouvoir de dessiner notre futur. Cette même IA dont les contours nous sont complètement inconnus, parce que le big data reste totalement invisible. Oui, et c'est ça qui nourrit d'ailleurs beaucoup d'inquiétudes. Oui, car on a tendance à considérer l'IA comme un jumeau plus fort que nous, plus intelligent que nous, plus puissant que nous. Un jumeau qui nous donne des complexes, quoi. C'est pour ça que souvent on design les robots avec des apparences rassurantes, des formes rassurantes. Prenez Bolly, c'est une boule, un robot en forme de boule, une sorte de mix entre un animal de compagnie et un assistant personnel. Alors il roule de pièce en pièce, un peu comme le BB-8 de Star Wars, en commandant aux autres appareils de la maison et en prévenant vos désirs. Le café, l'ouverture des volets, la musique, etc., selon votre humeur, puisqu'il est équipé de reconnaissance faciale, bien évidemment. D'ailleurs, au sujet de Bolly, on peut remarquer que le mouvement est une tendance sur les nouvelles interfaces. Beaucoup d'interfaces deviennent mobiles et ultra mobiles. Par exemple, une équipe de chercheurs a imaginé un spray qui est capable de transformer n'importe quel petit objet inerte en robot capable de se déplacer, en robot programmable. Donc ce petit robot
peut se déplacer comme une chenille ou alors en roulant sur lui-même. Alors, quelles pourraient être les applications justement de ces mini-robots? Par exemple, ce petit robot peut apporter un médicament à l'endroit précis du corps où il doit le déposer. Et comme le spray est biodégradable, eh bien, le robot se dissout dans votre corps. Donc, si je comprends bien, l'IA peut prendre toutes les formes et pas que celles du cerveau humain. Oui, exactement. D'ailleurs, c'est peut-être de là que viennent tous les problèmes. Regardez cette équipe de chercheurs autrichiens. Ils ne se sont pas inspirés du cerveau humain et ses milliards de neurones. Ils se sont inspirés du cerveau d'un petit ver rond. 19 neurones. Et avec 19 neurones, ils ont pu piloter une voiture autonome. Alors ça, c'est vraiment un bel exemple d'IA frugale. Donc le but serait de pouvoir dépasser cette battle entre l'humain et l'IA, une battle dont on entend tant parler aujourd'hui. Oui, exactement. Alors c'est une battle parfaite pour les livres, les séries, les romans, mais elle est très contre-productive pour penser l'intelligence artificielle. En fait, 3 biais rendent cette comparaison complètement stérile, selon moi. Le premier biais, on s'intéresse à l'intelligence, qui est une des composantes, mais pas la seule composante. Est-ce qu'on parle, par exemple, de volonté artificielle, d'intuition artificielle, d'esprit critique artificiel? Alors quel serait le deuxième biais? Le deuxième biais, c'est qu'on joue à se faire peur. On place l'humain et la machine sur un terrain de jeu humain, comme les échecs par exemple. Mais est-ce qu'il nous viendrait à l'esprit de nous jeter du haut d'une falaise avec une mouette pour savoir qui vole le mieux des deux? Non. Bien l'IA, c'est pareil. On le sait qu'elle calcule plus vite que nous, voilà. Et le troisième biais, c'est le mot intelligence lui-même. Je pense que c'est un terme galvaudé qui empêche de vraiment penser cette chose. J'ai l'impression qu'on utilise le mot intelligence par paresse, par anthropomorphisme facile. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas renommer l'intelligence artificielle? Oui, pourquoi pas? Alors, sans vouloir révolutionner le monde, on peut tenter de renommer l'intelligence artificielle, car le mot est un peu usé et surtout empêche de penser cette notion. On pourrait proposer algorithme interactif, en gardant les initiales A et I, pour éviter qu'on soit tous perdus. Un algorithme interactif, ça pourrait être un algorithme qui interagit sans cesse avec les données dont il est nourri. Un exemple, Give Directly Togo, qui est un algorithme qui permet d'adresser directement les plus démunis, de leur fournir une aide ciblée à partir de la simple analyse de données de consommation téléphonique. Alors, algorithme interactif, c'est aussi le cas pour Darktrace Antigena, qui est une IA anti-cyberattaque qui est capable, sans aucun brief, d'inventer ses propres règles pour prévenir une cyberattaque. Alors, quelle pourrait être une seconde proposition de nom pour renommer l'IA? Alors, une seconde proposition de nom pourrait être assistant infini. Infini, car l'IA s'intéresse à tellement de sujets, tellement de domaines qu'elle peut nous assister dans finalement tous les champs de la vie. Un assistant santé, par exemple, un coach santé, avec Bisou Body Coach, qui est composé d'un bâton d'analyse, d'un lecteur super design d'ailleurs, et puis d'une app. Avec une simple analyse d'urine, vous avez un diagnostic ultra précis de tout votre état corporel. Un diagnostic de santé, des encouragements et puis des conseils de coaching sur votre profil sportif et votre alimentation. Alors il faut voir l'IA comme un coach personnel, un assistant personnel. C'est exactement ça, et dans tous les domaines. Dans le business, vous avez envie de créer une start-up, eh bien vous pouvez demander à IDesign qui génère des idées de start-up à flux tendu que vous pouvez noter ou bien acheter pour vous. Dans le domaine parental aussi, l'assistant infini peut devenir un assistant parental avec cette innovation qui est une veilleuse intelligente qui permet de gérer votre bébé. En fait, elle a été nourrie par les cris de 150 000 bébés dans 150 pays différents. Et donc, elle va traduire les pleurs de votre bébé, qui ne parle pas encore parce qu'il a 2 ou 3 mois, en « j'ai faim, j'ai soif, je veux jouer, j'ai sommeil, j'ai mal au ventre ». C'est une IA aussi qui gère le sommeil de votre bébé, qui va endormir votre bébé et le réveiller après avoir analysé son cycle de sommeil. Oui, chacun décidera, mais peut-être que le contact humain est encore important, surtout avec les enfants. Mais en tout cas, pourquoi cet algorithme interactif ou cet assistant infini n'a pas pu prédire, par exemple, la crise dans laquelle nous sommes actuellement, cette pandémie mondiale? En fait, cette crise, on peut très bien dire qu'elle n'a pas été anticipée, mais c'est difficile de dire qu'elle n'a pas été prévue. Donc à part les Simpsons et South Park, Soderbergh a réalisé le film Contagion en 2011 qui décrit très précisément le mécanisme d'une pandémie. En 2015, Bill Gates, lors d'une conférence, nous avertit sur les dangers d'une épidémie mondiale et il aligne les moyens pour faire face. Par exemple, un corps médical surentraîné à l'année comme une armée, ou bien un serious game, un germ game sur le modèle d'un wargame qui donne à chacun dans la société le rôle nécessaire pour combattre l'invasion d'une pandémie dans un pays. Et en 2019, un rapport de l'OMS
donne une sorte de mode d'emploi aux chefs d'État et aux organisations internationales pour comment faire face à une pandémie. Donc la question n'est pas tant de savoir à l'avance, la question c'est de se préparer. Comment faire face quand l'accident arrive? Alors quelle place les algorithmes peuvent-ils prendre dans cette préparation? Avec un brief précis, des contrôles permanents et un point d'arrivée bien mesuré, les algorithmes sont très précieux. Par exemple, des chercheurs du MIT ont créé une application capable de détecter le Covid à partir du son d'une simple toux avec une précision de 98%. Il faut donc coupler l'outil puissant qu'est l'IA avec l'action humaine. Exactement, en créant des postes de Chief Health Officer par exemple. Et puis il faut faire confiance à la créativité humaine. La tech frugale peut faire des merveilles. 5 étudiants, par exemple, ont créé des lunettes d'autodiagnostic imprimables en 3D pour 21 €. Ces lunettes permettent à des patients chez eux de donner leur data concernant leur santé à des infirmières, ce qui fait qu'une seule infirmière peut surveiller, peut checker 100 patients à la fois. Alors imaginons que le Big Data ait pu modéliser toutes les conséquences économiques et sociales de cette pandémie. Est-ce que l'on aurait pu prendre une longueur d'avance? Alors pas sûr du tout. Et c'est le paradoxe de la prévision. Car en transformant l'incertitude en prévision, eh bien on baisse la garde. On manque de capacité d'improvisation et de réactivité. C'est le confort trompeur de la prévision qui nous fait croire que nous sommes prêts, alors qu'en fait la situation, soi-disant prévue, n'arrive de toute façon jamais comme on l'a prévu. Alors pourquoi est-il différent? Eh bien en fait, en créant un modèle prévisionnel, on crée un modèle qui est à la fois partiel et dépassé. Partiel parce qu'il ne peut pas prendre en compte la totalité des phénomènes spatiaux, astronomiques, politiques, esthétiques, biologiques, sociétaux. Et puis dépassé parce que dès que l'on crée un modèle parfait, on crée un modèle parfait d'une réalité qui, elle, est imparfaite et qui continue à bouger, à avancer et à se transformer. Le modèle est dépassé. Donc on atteint en quelque sorte les limites du modèle statistique. Oui, en fait, le modèle statistique chasse complètement de notre vie et de notre monde l'imprévu et l'incertitude. Et pourtant, accepter l'incertitude, c'est aussi accueillir différents possibles. Avons-nous vraiment envie de rendre totalement prévisibles nos corps, nos esprits, nos relations, nos villes, notre planète? Pas forcément. Et pourtant, on a déjà beaucoup d'innovations qui vont dans ce sens. Copy.ai, par exemple, peut écrire à notre place avec notre style. WaveNet EQ peut parler à notre place avec notre timbre de voix, avec nos arguments et notre personnalité, sans parler des applications qui sont capables de lire dans nos pensées. Alors si vous avez envie d'un peu de calme, vous pouvez toujours porter ce bracelet qui émet des ondes coupant tous les micros et qui rendent sourdes toutes les intelligences artificielles vocales, Siri, Google Assistant et Alexa. Alors en vous écoutant, on a beaucoup entendu parler de toute cette prévisibilité. Est-ce que le doute n'est pas nécessaire? Je vous cite une phrase de Nietzsche, ce n'est pas le doute, c'est la certitude qui rend fou. Qu'est-ce que ça vous inspire? Oui, en fait, douter, c'est recommencer à penser, ce qui est parfois compliqué. Par exemple, imaginez une figure géométrique à plusieurs côtés. Donc imaginez 3 côtés, donc c'est facile, un triangle. 4 côtés, c'est un carré. 5 côtés. 6, 7, 8, 9, voilà, 10. C'est bien compliqué. Voilà, donc à partir de quel moment votre esprit va décrocher? C'est un exercice qui nous montre, un petit exercice facile, qui nous montre en quelque sorte les limites de notre pensée et aussi notre zone de confort intellectuel. Penser un objet dans le pluriel, avec plusieurs facettes, n'est pas une chose facile. Et pourtant, c'est exactement ce que je vous propose dans l'épisode 2. Dans le 2e épisode des tendances, je vous propose non pas de parler d'un futur unique, univoque, donné par la prévisibilité et par l'IA, qui après tout tisse le futur à partir du passé. Les datas sont des bribes du passé, puisqu'ils sont des événements survenus, des choses qui sont déjà arrivées. Je vous propose donc non pas de penser un seul futur, mais plusieurs futurs superposés. La crise sanitaire a accéléré le basculement de nos vies dans un monde d'écran. Est-ce que ce n'est pas un contexte favorable pour la création de mondes superposés? Oui, alors l'écran agit comme un puissant système compensatoire à la distanciation sociale et à la distanciation physique.
Toutes les études ont montré que durant le premier confinement, les temps d'écran se sont allongés. Et finalement, on peut passer une journée en se levant le matin et en se couchant le soir, de temps d'écran en temps d'écran. Sur l'écran, on peut absolument tout faire. Faire son marché, faire ses courses, aimer, travailler, s'éduquer, se distraire. Sans compter tous les pans de la population qui se sont mis au temps d'écran. C'est comme si le monde avait basculé dans l'écran, y compris des populations qui auparavant n'en avaient pas un usage démesuré. Par exemple, les seniors. La grande différence avec le monde physique, c'est que notre identité est totalement fragmentée. Nous n'allons pas poster la même photo de nous sur Tinder ou sur LinkedIn. Nous nous adaptons à chaque usage. En 1999, David Bowie, dans une interview à la BBC, explique comment Internet démontre qu'on est dans une fragmentation totale. Alors justement, sur les écrans et notamment sur les réseaux sociaux, on est en constante représentation et on joue différents personnages. Oui, par la force des choses, parce que par un écran, on passe par une image de nous-mêmes, une représentation de nous-mêmes. Et donc, on joue avec cette image, on la modifie, on la perfectionne. Vous voyez, Portal par exemple, c'est une sorte quasiment de téléportation. C'est une cabine à hologramme ultra perfectionnée, image 4K, son HD, et vous pouvez vous propulser dans une réunion familiale ou professionnelle, voire dans plusieurs réunions à la fois. Pour les enfants, Lego lance Vidéo, qui est un réseau social dans lequel les enfants peuvent composer leur apparence, leur décor, tourner des clips. Ces plateformes donnent donc une grande liberté qui peut permettre à chacun d'exprimer sa créativité. Alors je parlerai plutôt de paradis artificiel, parce qu'en fait, là où vous pensez être libre, eh bien, vous utilisez quelques emojis, quelques filtres. Donc ce n'est pas vraiment de la créativité personnelle. Et puis, en fait, chaque réseau social charte son design en chartant ses utilisateurs. C'est un petit peu la limite du système de promettre la créativité. Alors, est-ce que ce n'est pas une illusion donc de penser qu'on est en train d'exprimer sa créativité sur un réseau social? C'est une illusion totale, car en fait, vous reprenez des codes déjà conçus par d'autres que vous. C'est un peu comme cette innovation japonaise, Osampo Kanojo, qui signifie en japonais « balade avec ma petite amie ». Donc imaginez, c'est une main robotique que vous prenez dans votre main pour vous promener dans la rue. Cette main est capable d'imiter, de transpirer, elle est capable aussi d'émettre un parfum de shampoing féminin, des bruits de pas. Et donc elle est censée combattre la solitude, mais ce qu'on voit bien avec ce genre d'innovation, c'est que ce que vous prenez par la main finalement, c'est le vide total. Mais à l'inverse, sur les écrans, on peut aussi devenir qui on veut être, et ça peut être assez libérateur pour certains. Alors ça, c'est vraiment fascinant, parce qu'en mettant bout à bout toutes les facettes de notre personnalité en ligne, on aboutit à une sorte de super personnalité, de personnalité enrichie, augmentée, bien plus riche et bien plus dense que la personnalité que nous avons dans la vraie vie. D'autant plus que derrière un écran, qui peut agir comme un masque, eh bien nous sommes complètement désinhibés. Est-ce que l'appartenance à des communautés peut amplifier ce phénomène de désinhibition? Mais oui, exactement, et c'est le début des mondes superposés. Avant, lorsqu'une communauté avait une opinion parallèle, elle savait tout de même qu'elle était une partie du tout. Mais à présent, avec la force, la puissance des algorithmes, cette communauté se considère comme le tout. Et vous avez un exemple de cela? Les platistes, donc les gens qui pensent que la Terre est plate. Eh bien, les platistes auraient pu être une communauté dispersée dans plusieurs pays de croyants un peu illuminés. Sauf que la puissance des algorithmes et des réseaux sociaux donne une réalité très concrète à cette croyance, comme à toutes les autres d'ailleurs. Par l'écran, cette croyance de platisme prend une vraie réalité qui est auto-alimentée sans interruption et sans aucune contradiction. Donc pour des millions de personnes, la Terre flotte dans l'espace sous forme de sphère, et pour des millions de personnes, la sphère flotte dans l'espace sous forme de disque. Donc là, on est au cœur de la vérité alternative et des fake news. Alors sur les fake news, il faut évoquer la course de vitesse sans fin entre d'un côté les moyens de produire ces fake news de plus en plus sophistiqués et d'un autre côté les moyens de les combattre. Cette innovation par exemple, Twitter Bot Detection détecte les IA qui écrivent sur Twitter des fake news avec un critère qui est la fatigue. Les IA sont infatigables là où les humains se fatiguent au bout d'un moment. Une autre question se pose, c'est la responsabilité des réseaux sociaux. Alors, sur cette question, selon Barack Obama, c'est aux réseaux sociaux eux-mêmes de définir la façon dont nous voyons les infos réelles des infos fictionnelles. Mais le problème, c'est que même si les réseaux sociaux sont devenus le média d'information numéro 1, leur but ultime n'est pas d'informer. Leur but ultime est de capter des données dans un but commercial. Donc peut-on vraiment parler de médias ? Alors on est obligé d'évoquer évidemment les deepfakes, ces systèmes qui permettent de faire dire à n'importe qui absolument n'importe quoi. Alors c'est ce qui est effrayant et à la fois fascinant dans les deepfakes, c'est que ce sont des vidéos avec des trucages complètement invisibles à l'œil humain en tout cas. Il nous faut donc l'apport d'une IA, Fake Catcher, qui elle est capable
de déceler les pulsations sanguines qui modifient de façon infime les couleurs de la peau et qui donc n'existent pas dans une deepfake. Vous avez évoqué le mot quantique au tout début de notre conversation. Est-ce que vous avez trouvé votre inspiration dans la physique quantique? Alors oui, exactement. En physique quantique, une particule peut être dans différents états en même temps. Donc fini le 0 et le 1. Exactement, fini le 0 et le 1. Et penser un objet dans plusieurs états en même temps, penser notre monde dans plusieurs états en même temps, le penser de façon superposée, c'est en saisir en quelque sorte toute la complexité. C'est aussi voir la part active que la technologie peut jouer dans la création de ces mondes. Et puis, c'est observer la dérive de ces continents idéologiques. Ces mondes sont-ils des mondes virtuels? Non, en fait, ils ne sont pas moins réels que le monde physique. Ils permettent de vraies interactions, de vraies actions, ils prennent du vrai temps. Ils incorporent aussi beaucoup de nos raisonnements, nos émotions, nos sensations. Et même notre corps. Alors évidemment pas au niveau macro, puisque nous sommes devant un écran, souvent assis dans un canapé, une chaise, mais au niveau micro, puisqu'il absorbe nos sensations, nos raisonnements, nos émotions. Et puis, comme on le sait, il nous procure des décharges d'adrénaline et de dopamine qui nous maintiennent accrochés à ce monde-là. Donc si j'ai bien compris, notre physiologie serait engagée en quelque sorte dans ces mondes superposés au monde réel. Oui, exactement. Donc le cinéaste David Cronenberg, dans toute sa filmographie, a exploré les relations entre la chair et la machine. Mais sans aller jusqu'à ces extrêmes-là, on peut faire confiance à la technologie pour vraiment stimuler nos sens. Par exemple, Norimaki, qui est un appareil portable, c'est un écran alléché en fait, en forme de maquis entouré d'algues. Sa fonction, c'est de reconstituer les goûts. Donc, il reconstitue les goûts, ce qui permet en termes de marché, par exemple d'immersion dans des univers, évidemment de penser aux univers de gaming, aux univers culinaires ou érotiques. Mais au-delà de l'immersion, ce qui est encore plus intéressant, c'est non pas de reconstituer les goûts que nous connaissons sur Terre, dans notre monde, mais d'imaginer de tout nouveaux goûts. Des goûts que nous n'avons jamais éprouvés, de tout nouveaux goûts que nous n'avons jamais goûtés. Ça montre bien que le monde superposé peut être plus riche, plus excitant que notre monde réel, surtout au moment, dans ce contexte, où les confinements, les restrictions et les couvre-feux réduisent notre monde. En fait, plus le monde physique se rétrécit et plus l'univers technologique se déploie. Alors la division d'Internet en plusieurs mondes a été conceptualisée, ça s'appelle le Splinternet. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors le Splinternet, en fait, c'est comme si Internet était coupé en morceaux selon les pays. C'est imaginer que Internet, contrairement à l'utopie originelle du web, est morcelé et que chaque pays possède son propre Internet. C'est un peu comme si chaque pays avait son propre intranet en réalité. Simplement, le terme de Splinternet ne décrit pas du tout la couche superposée de technologies qui entoure notre planète. Comment qualifier cette couche superposée au monde réel? Eh bien, c'est une sphère qui ressemble beaucoup à l'atmosphère. En fait, comme l'atmosphère, elle est invisible, elle est partout autour de nous, et elle nous est indispensable pour vivre. Alors l'atmosphère, elle est composée d'oxygène, d'azote et de carbone notamment. La sphère dont on parle, elle est composée des réseaux sociaux, du big data, de toutes nos interactions et de tous nos contenus en ligne. Elle passe par cet objet qui est un écran, c'est-à-dire à la fois un médium très physique, c'est une tablette de verre, et très magique, puisque c'est une porte vers d'autres mondes. C'est une sphère qui passe par notre intellect, par notre côté cérébral, par l'imagination, par nos fantasmes. Voilà pourquoi on peut parler de fantasphère. Comment ces mondes superposés peuvent-ils naître? En fait, les mondes superposés de la fantasphère les plus aboutis en termes d'intégration actuellement sont les jeux vidéo. Alors pourquoi? Parce qu'ils sont régis par des règles. Ils disposent de maps, des décors, de skins, d'apparence. Prenez Fortnite par exemple. C'est un jeu vidéo avec des décors, des personnages, des actions qui sont différentes de celles du monde physique, qui vont au-delà de celles du monde physique, donc qui ouvrent d'autres perspectives. En ajoutant des fonctionnalités à Fortnite qui n'est qu'un jeu, on en fait un réseau social et c'est ce qui est en train d'arriver avec les fonctions de messagerie, d'événements, de bandes-annonces. Si on pousse les curseurs encore plus loin, on fait de Fortnite non plus un jeu, non plus un espace social, mais un Internet à part entière, en ajoutant par exemple des fonctions d'achat. Avec des fonctionnalités plus élaborées et plus poussées, Fortnite deviendrait donc un Internet à part entière autosuffisant, deviendrait l'Internet des 9-15 ans. Dès lors, pourquoi ne pas envisager des Internets
par génération ou alors par genre. Mais alors là, on a l'impression d'être un peu dans des mondes à la demande, comme dans une série, comme dans Westworld par exemple, où il y a des règles, des propres personnages, des univers très particuliers. Oui, il ne nous reste plus qu'à imaginer des doubles de nous-mêmes hyper réalistes. En Chine, le premier présentateur virtuel, c'est un avatar 3D hyper perfectionné, présente les news. Et la société Epic Games, encore elle, qui a donc initié Fortnite, vient de lancer un générateur d'êtres humains numériques. Des êtres humains numériques que vous pouvez composer en quelques minutes en choisissant tous les détails anatomiques jusqu'à la forme de chaque dent. Grâce à une IA, vous pouvez aussi composer un clone de vous-même sans aucune image vidéo, simplement à partir du code qui est capable de parler à une caméra. Donc là, on peut parler d'un double de vous-même prêt à être propulsé dans la fantasphère. Nous parlions des jeux vidéo comme origine des mondes superposés. Eh bien, nous observons déjà les prémices d'une certaine hybridation entre des jeux vidéo et des enjeux qui n'ont pas de rapport avec le jeu à proprement parler. Par exemple, Minecraft est le jeu le plus vendu au monde. Eh bien, l'organisation Reporters sans frontières, donc cette ONG, contourne la censure des systèmes autoritaires en créant au sein de Minecraft une bibliothèque avec des millions de briques Minecraft. Et dans cette bibliothèque, on peut y trouver des articles censurés par les régimes autoritaires, écrits par des journalistes qui ont été emprisonnés, exilés, voire tués. C'est une façon de reconstituer la liberté de la presse dans un univers qui n'est non pas virtuel, comme on le dit souvent, mais superposé au nôtre. Dans la série Westworld dont vous parliez, on retient surtout l'univers du Far West. Mais en fait, ce sont 6 univers qui sont proposés aux visiteurs par la société maison-mère Delos. Et ce qui est très frappant dans ces 6 univers, c'est que l'IA nous propose de se propulser non pas dans le futur, mais dans le passé. Et ça, c'est un pied de nez aux univers futuristes auxquels on a l'habitude de penser, Blade Runner et autres. C'est-à-dire que là, nous nous tournons vers le passé dans cette série. Donc un des mondes superposés pourrait être créé sur un monde du passé. Exactement. Imaginez, nous ne sommes plus à l'UNESCO, nous sommes à Babylone au 6e siècle avant Jésus-Christ. Et c'est une IA qui joue le rôle de la machine à remonter dans le temps. En fait, cette IA est capable de déchiffrer des tablettes d'argile fissurées, tablettes d'argile qui décrivent tout un système social, politique, économique d'une civilisation perdue. Un autre projet déchiffre, lui, des langues anciennes, des plaquettes illisibles, et à partir de la reconstitution de ces langues perdues, il refait vivre des civilisations entières. Et pour compléter le dispositif de voyage dans un monde superposé, mais dans le passé, on peut citer ce projet colossal d'un collectif de chercheurs européens qui rassemble des historiens, des designers, des parfumeurs, des chimistes, des technologues. Alors leur but est incroyable, c'est de reconstituer les odeurs du passé. Une IA est chargée de décrypter dans toute la culture, pour l'instant uniquement européenne à partir du XVIe siècle, est chargée de décrypter toutes les mentions des odeurs, des remugles, des parfums, toutes mentions dans les livres, les tableaux, l'art musical, etc. Et à partir de ce corpus, eh bien, les chercheurs vont reconstituer olfactivement des odeurs. Donc vous pourrez vous promener dans les rues de Venise au XVIe siècle, vous pourrez humer le plat décrit par Balzac, sentir le parfum d'une fleur fanée depuis 2 siècles. C'est extraordinaire. C'est une approche non pas intellectuelle, mais sensorielle de l'histoire, voire sensuelle. Alors justement, en parlant des sens, ces mondes superposés existent comme des réalités parallèles qui peuvent effectivement toucher tous nos sens. Exactement. Donc après l'odorat, on peut parler de l'ouïe. Et on peut imaginer un monde superposé totalement audio, constitué uniquement de voix et de sons. Alors on connaît le succès d'applications comme Cappuccino ou comme Clubhouse qui permet de se rejoindre dans des salons conversationnels et qui fait la part belle à l'audio. Alors la voix, c'est vrai, peut apparaître plus authentique, plus sincère et moins trucable qu'une image. C'est une sorte de garantie d'authenticité. Et c'est pour ça peut-être aussi que des applications de rencontres fonctionnent uniquement par la voix, sans aucune image, pour garantir la sincérité des interlocuteurs. Et il faut bien voir que l'audio est un monde superposé au monde réel, qui vraiment se superpose à lui, mais qui ne le remplace pas, contrairement à une image. Un bon complément à cet univers 100% audio serait cette innovation qui permet d'écouter un son vous seul, sans écouteur, grâce à une IA directionnelle. En fait, avec un système de reconnaissance faciale, elle crée des poches de son
autour de vos oreilles et vous permet d'écouter votre univers sonore superposé en toute tranquillité, sans que personne d'autre autour de vous ne l'entende. Mais tous ces mondes que vous nous décrivez, hein, qui sont créés selon des affinités, des envies, des genres, des expériences, sont-ils autosuffisants? Ils ont l'air quand même déconnectés du réel. Alors oui, mais pas forcément. En fait, en astronomie, il existe un terme qui est la Goldilocks zone. C'est la zone ni trop chaude ou ni trop froide où une planète peut être habitable. Alors l'expression vient de Goldilocks, boucle d'or en anglais, qui mange la soupe ni trop chaude ni trop froide. Eh bien cette image-là, on peut la reprendre pour les mondes superposés. Avec un monde qui serait pas trop éloigné du monde réel, mais pas non plus trop proche. En Argentine, une solution permet aux agriculteurs d'assurer un revenu stable pour leur production grâce à une plateforme parallèle au système financier officiel, sécurisée par la blockchain. En Inde, une journaliste engagée dans le sillage du mouvement MeToo a créé une plateforme pour combattre le patriarcat. Elle rassemble un collectif de personnes victimes d'abus sexuels ou sexistes au sein d'une communauté qui est équipée d'outils concrets pour agir, comme par exemple la sécurisation des témoignages par la blockchain. Alors, dans cet exemple, justement, le numérique donne une structure à ce mouvement qui finalement serait peut-être resté artisanal et peu efficace. Oui, c'est exactement ça, c'est une structuration. En fait, cette idée, comme d'autres, rassemble des personnes disséminées dans le monde entier qui, là, trouvent une nouvelle force. Non seulement elles appartiennent à une communauté de pairs, de personnes qui ont subi, vécu les mêmes problèmes, les mêmes épreuves, mais en plus, elles sont équipées de nouveaux moyens de passer à une autre phase de leur vie. Par exemple, le projet Dastan en Inde est une machine à empathie selon les mots de son concepteur. Il faut savoir qu'en 1947, la partition de l'Inde et du Pakistan a occasionné la plus grande migration forcée de toute l'histoire avec 14 millions de personnes. Eh bien, c'est pour réconcilier les peuples et les générations que cet inventeur passe par la réalité virtuelle. Donc on voit que grâce à un monde superposé, qu'on peut appeler virtuel, mais qui en fait a un effet bien réel, eh bien, le monde physique, le monde réel, le monde sensible se voit changer dans le bon sens. Puisque là, on parle de paix et on parle d'un monde meilleur. Et avec tous ces mondes à la demande que l'on peut habiter selon les affinités, selon notre imagination, le danger n'est-il pas que l'on ne se comprenne plus finalement? Une astrophysicienne explique l'expansion de l'univers par la métaphore du cake au raisin. Plus il gonfle, et plus les raisins secs s'éloignent les uns des autres. Eh bien, je pense que c'est le mouvement général pour tous ces mondes superposés et qu'on ne pourra pas revenir à une utopie de réunification. En revanche, on peut s'interroger sur les passerelles entre ces mondes différents. C'est exactement ce que nous allons voir dans l'épisode 3 des Tendances. Avec l'art japonais du kitsungi, vous reconstituez un objet cassé, non pas en cachant les fissures, mais en les mettant en valeur avec de l'or. Les failles comptent autant que les morceaux d'origine, car elles nous poussent à faire preuve d'imagination et de création. Par quels moyens pouvons-nous tisser des liens entre des mondes qui s'éloignent les uns des autres? Alors, entre des mondes qui s'éloignent les uns des autres, on peut imaginer plusieurs façons de tisser des liens. Le premier, c'est de forger une culture commune, avec des événements, des valeurs qui ne sont pas relatives, qui forment un socle stable. Par exemple, cette initiative utilise l'apprentissage automatique, l'IA et la technique de l'hologramme pour créer des doubles des survivants de la Shoah. Ainsi, vous pourrez leur parler les yeux dans les yeux et ils pourront répondre à toutes vos questions. Alors, un des problèmes de la mémoire en ligne, c'est justement qu'elle peut se fragmenter, elle peut aussi se perdre et s'oublier. Comment réactiver, notamment, vous l'avez dit, les événements, mais aussi les dates, les mouvements qui composent justement cette histoire commune? Sur Wikipédia, par exemple, il faut des mises à jour fréquentes et précises pour que l'outil soit encore un socle commun de connaissances. Eh bien, des chercheurs ont mis au point un robot qui fait les mises à jour automatiquement, nous garantissant ainsi un socle commun de connaissances. Et puis, établir des liens par une mise en commun nécessite de passer outre des cloisons dès le début, by design.
Prenez l'exemple de l'automobile autonome. On pourrait penser que ce sont des plateformes fermées qui finalement vont régir ce système. Eh bien, un groupement s'est mis en tête de donner accès en open source à tous les chercheurs une plateforme dédiée aux véhicules autonomes. Donc la notion de partage semble essentielle et dans ce cadre-là, les données vont jouer un rôle crucial. Exactement, mais pas n'importe quelle donnée. Par exemple, la fondatrice de Data for Black Lives, lorsqu'elle dit « abolish big data », part du principe que le big data est perverti en quelque sorte par des biais. Par exemple des biais racistes qui influencent la police prédictive. Et donc elle se bat pour l'accessibilité des données pour que les personnes qui en ont vraiment la nécessité pour leur vie, pour leur combat, y aient accès. Les données peuvent être mises en commun, mais aussi des éléments de calcul et de réflexion. Par exemple, vous êtes un scientifique et pour mener vos recherches, vous n'avez pas de labo de recherche. Eh bien avec Strateos, vous avez accès à un labo dernier cri, ouvert 24/24 et 7 jours sur 7 dans le cloud. Alors le problème, c'est que ces outils ne sont pas accessibles au grand public, justement, ces outils de décision pour mener des projets. Alors, est-ce que vous connaissez GPT-3 ? Alors c'est le plus puissant modèle de langage artificiel, je crois. Oui, exactement, avec 175 milliards de paramètres, dont la licence est acquise par Microsoft en 2020. Eh bien, un collectif de hackers positifs, en quelque sorte, s'est mis en tête de créer un jumeau, un double de cette intelligence artificielle, considérant que, une intelligence aussi puissante devait être à la portée de tous les chercheurs du monde. Donc ils ont créé une intelligence jumelle qui s'appelle GPT-NEO et qui est vraiment un double numérique de cette intelligence avec les mêmes capacités mais mise en open source. Oui, l'open source c'est absolument primordial parce que justement ça permet de relier déjà les idées et ça c'est le socle d'un projet. Exactement. En 1995, Steve Jobs disait que finalement les personnes créatives étaient des personnes qui étaient capables de relier des choses entre elles. Et que, à l'inverse, les personnes non créatives ne pouvaient pas relier des choses en elles. Pas par manque de capacité de relier des choses, mais par faute d'expérience vécue. C'est-à-dire qu'elles n'avaient pas assez de choses à relier entre elles. Et voilà pourquoi ces personnes qui n'ont pas assez d'expérience vécue, finalement, passent par des méthodes linéaires et très convenues, comme du brainstorming ou bien du design thinking. Après, bien sûr, il faut passer des idées aux actes. Alors vous venez d'évoquer la traduction d'une certaine manière. Est-ce que cet épisode qui s'intitule Hope in Translation est un clin d'œil au film de Sofia Coppola? I just don't know what I'm supposed to be. C'est ce que déclare Scarlett Johansson dans Lost in Translation. En fait, le langage est un élément décisif d'une identité. Et le langage et la traduction entre deux langages est toujours une affaire un petit peu délicate, un petit peu difficile. Oui, il y a beaucoup de pièges et de subtilités d'ailleurs. L'automatisation de la traduction par une IA permet de lui donner une très grande efficacité, voire un côté instantané. Par exemple, cette innovation permet de traduire des mangas en un clin d'œil, jusqu'à positionner les textes dans les bulles des dessins d'arrivée. Et ne pas avoir accès à la langue, ça peut se révéler très handicapant. Oui, exactement. Et c'est en pensant aux 700 millions de personnes illettrées dans le monde que 2 chercheurs ont créé GenCode. C'est une IA qui part du principe que les assistants vocaux comme Siri, Alexa ou Google Assistant sont nourris finalement par des langues majoritaires. Les 2000 dialectes présents en Afrique ne sont absolument pas pris en compte. Et pour des personnes illettrées, c'est ainsi leur empêcher l'accès à des services aussi simples que des SMS ou bien des plateformes d'information médicales ou sur l'agriculteur ou la météo. Eh bien, les 2 chercheurs ont contourné le problème. Ils ont donné à l'IA des centaines d'écoutes d'heures de radio locale. Cette ressource frugale a permis de développer le premier assistant vocal qui prend en compte des langues comme le maninka ou le soussou, encore le pular, qui sont des langues parlées par 10 millions de personnes dans 7 pays. Maîtriser le langage est donc un moyen crucial pour habiter le monde, mais aussi pour se faire connaître. À cet égard, on peut citer cette IA qui traduit les mots en langage des signes, ce qui permet aux personnes malentendantes d'être complètement à l'aise dans une situation délicate, comme par exemple un entretien d'embauche ou bien une consultation médicale. Alors ça veut dire que la traduction agit là comme un soin médical. Et encore au-delà, la translatech devient la translacare, c'est-à-dire un système qui prend soin de vous. Avec ce système, on arrive à donner vraiment le sens premier à lire dans vos pensées. C'est une IA qui déchiffre les mots qui habitent votre esprit et qui donc ouvre des portes en termes de thérapie à des patients, par exemple atteints du syndrome d'enfermement. Donc on traduit non pas 2 langages entre eux, mais des pensées en langage. Exactement. Une innovation permet même de lire dans les pensées d'un patient atteint de schizophrénie. Comme vous le savez, des voix habitent le cerveau des personnes schizophrènes et les persécutent en quelque sorte. Eh bien, cette modélisation permet d'exprimer le démon
que personne ne voit à part le patient, en avatar 3D, manipulé par le thérapeute. Cette créature peut s'adresser au patient et lui faire reprendre confiance en lui. C'est une façon incroyable de traduire un élément qui se trouve dans le cerveau de quelqu'un et qui, par définition, auparavant était totalement inaccessible à l'équipe médicale et à la famille du patient. Et on peut aussi traduire la lumière en son, par exemple. Lorsque nous parlons, d'infimes vibrations font varier la luminosité. Donc dans une pièce éclairée par une ampoule, il suffit de braquer le télescope de cette innovation pour étudier les vibrations de cette lumière et en déduire les conversations qui se tiennent dans cette pièce, ou bien les musiques qui sont jouées. C'est vraiment une trouvaille pour James Bond. Alors après la traduction, quelle autre passerelle est-ce qu'on peut justement jeter entre ces mondes? Une autre passerelle peut être l'inclusion, comme avec cette application qui permet de savoir si vos placements financiers sont compatibles avec vos convictions, par exemple en termes de droits de l'homme ou bien en termes de développement durable. Donc cette application reconnaît si vos placements sont compatibles et puis sinon peut corriger le tir en vous proposant des investissements qui eux le sont. Alors préparer demain, c'est effectivement créer de nouveaux modèles, qu'ils soient plus inclusifs, mais aussi qui permettent de donner de nouveaux moyens au niveau local. Oui, exactement, comme au Népal par exemple. Eh bien, c'est une plateforme réservée aux femmes qui sont propriétaires d'exploitations agricoles, qui bénéficient de microfinancement via cette app qui, par des SMS, sécurise leurs achats, leurs investissements et ainsi donne à des acteurs, des actrices locales les moyens de vraiment donner du sens et une vraie vie économique à un territoire. De même, au Bénin, c'est une initiative frugale qui permet à une profession bien spécifique, les mototaxis, de bénéficier d'une caisse numérique commune qui leur permet d'accéder à des services de sécurité sociale. Alors l'inclusion, on en parle souvent, mais on parle moins souvent de l'inclusion environnementale. Quelle importance? Inclure les plantes et les animaux dans l'innovation, c'est souvent mieux les connaître et peut-être parfois mieux les respecter. Par exemple, c'est en utilisant des algues que vous pourrez vous passer d'emballage plastique. Le plastique qui met des centaines d'années à disparaître, alors que les algues, elles, sous forme de ces emballages, sont même comestibles. Et pour l'alimentation elle-même, quand on observe vraiment la nature de près, qu'on voit les millions de plantes, les milliards de composants qu'elles abritent, on se demande pourquoi on utilise encore des additifs synthétiques. C'est tout l'objet de cette start-up qui réalise, grâce à une IA, des aliments à base de recettes ancestrales indiennes et puis de végétaux totalement organiques. Alors observer la nature, c'est ce que l'homme fait depuis tous les temps pour justement s'en inspirer et créer de nouvelles innovations. C'est ce qu'on appelle le biomimétisme. Le biomimétisme est la première étape vers l'hybridation, une autre façon de relier les mondes entre eux. Par exemple, ce robot à 6 pattes, qui est inspiré de la fourmi du désert, est capable d'avoir une navigation totalement précise dans un désert sans aucun GPS. Par exemple, cette puce est capable d'imiter les pulsations électriques d'un neurone capable de stimuler le rythme cardiaque. Et là, on est vraiment dans un exemple d'organisme, on va dire hybride, mi-organique, mi-robotique. Oui, exactement comme cette méduse que l'on transforme en cyborg. En fait, un implant électrique la fait nager 3 fois plus vite, en lui faisant contracter son corps de façon beaucoup plus fréquente. Selon les chercheurs, c'est un moyen d'explorer les fonds marins avec un animal, donc c'est beaucoup moins intrusif qu'un sous-marin par exemple. Oui, mais est-ce que ça ne pose pas des questions éthiques de venir transformer un animal en un semi-robot? Alors oui, ça pose des questions éthiques, d'autant plus que l'objectif ultime de cette méduse transformée est de pouvoir la téléguider pour cartographier des zones inexplorées jusqu'alors. Pour l'aspect éthique, les chercheurs affirment que la méduse n'a pas le système nerveux qui lui ferait ressentir la souffrance et en cas de stress, une méduse émet une sorte de mucus que les chercheurs n'ont pas observé sur cette expérimentation. Alors cette passerelle que vous décrivez, l'hybridation, elle concerne le règne animal mais aussi le règne végétal. Oui, imaginez, vous êtes le soir, la nuit tombe et au lieu d'allumer une lampe de bureau, vous allumez un ficus. Avec Glowing Plants, des plantes d'intérieur sont éclairées, les feuilles, les fleurs s'illuminent. En fait, c'est un peu comme le film de Miyazaki, Nausicaa ou La vallée du vent, où l'héroïne recueille des spores de champignons luminescents pour s'en servir, elle, dans une autre expérimentation. Eh bien, les chercheurs ont opéré de la même façon, en hybridant des champignons luminescents avec des plantes. On pourrait même imaginer, à grande échelle, que des arbres illuminent une ville, remplaçant les lampadaires.
C'est presque paradoxal qu'on ait des plantes comme ça qui du coup se nourrissent de lumière mais qui en produisent également. Oui, exactement. Et c'est vrai que c'est un joli paradoxe que des plantes se nourrissant de lumière puissent en produire. D'ailleurs, à ce sujet, une autre expérimentation a eu lieu aux Philippines. C'est un étudiant qui s'est aperçu, en étudiant les aurores boréales, que des particules, par exemple émanant de fruits et légumes en décomposition, des particules luminescentes, eh bien, pouvaient produire de la lumière quand elles étaient captées. Donc il a extrait ces particules luminescentes, les a comprimées dans des plaques de verre pour équiper des bâtiments. Et ainsi, ces particules recueillent les UV pour produire de la lumière. Alors, est-ce qu'en rapprochant les organismes et la tech, on ne pourrait pas considérer créer une nouvelle espèce? On peut même créer un robot comestible. Ses ingrédients sont de la gélatine, de l'acide citrique et du glycérol pour lui donner de la douceur. Ça n'a pas l'air très appétissant malgré tout, mais à quoi ça sert un robot comestible? Alors un robot comestible, par exemple, peut être déposé dans la nature pour remplir une certaine mission et puis ensuite se décomposer comme une feuille morte sans abîmer la nature. Alors quelle mission? Il peut prendre par exemple des allures de proie aux yeux d'un animal sauvage pour lui administrer un médicament, ce qui évite de sédater, de capturer l'animal sauvage. Il reste tout à fait vivant, éveillé dans son milieu naturel. Donc vous voulez dire que ce serait comme une nouvelle espèce sur Terre? Ce robot comestible, non, mais une équipe a créé une toute nouvelle espèce sur Terre. C'est une machine vivante, le premier organisme programmable. Des chercheurs ont prélevé des cellules de grenouilles, puis les ont incubées. Parallèlement, ils ont briefé un algorithme, une IA, pour designer ce nouvel être vivant, en lui demandant de designer sa forme et puis aussi ses fonctionnalités. Par exemple, comment se déplacer en milieu aquatique, ou alors la puissance de ses muscles. Ensuite, les cellules ont été assemblées selon le design conçu par l'IA, et puis cet organisme s'est développé. Et le résultat, c'est ce petit organisme de 1 mm totalement autonome. Donc il est né, il est apparu, et à présent on observe son comportement. Comment se comporte-t-il? Alors on sait déjà qu'il est capable de se soigner, de se réparer lui-même. On l'a coupé en deux, il s'est reconstitué. Il est capable de se déplacer de façon individuelle, ce qui pourrait le conduire à nettoyer des artères éventuellement. Il est capable de se déplacer de façon collective, en groupe. Et déployé en flotte, il pourrait contribuer à, par exemple, nettoyer des surfaces toxiques ou bien des milieux pollués. Mais est-ce que cette innovation ne crée pas finalement une transgression? Est-ce que ça ne constitue pas une transgression? La transgression, on s'en méfie souvent. Pourtant, elle porte en elle de nouvelles idées, de nouveaux modèles. Et avec l'avantage quantique, avec le développement du quantique, l'avantage quantique étant le moment où un ordinateur quantique dépasse les performances du plus puissant des supercalculateurs classiques. Donc, avec l'avantage quantique, toutes les opérations du big data, de l'IA vont se trouver métamorphosées. Tous les modèles vont exploser en vol. Là, on pourra vraiment parler de transgression. En Chine, un supercalculateur a atteint l'avantage quantique et selon l'équipe de chercheurs, il est capable d'effectuer en 4 minutes une tâche qui aurait pris 25 milliards d'années à un ordinateur classique. Imaginez les conséquences de la combinaison de la puissance quantique avec une problématique, par exemple la biologie. Tout récemment, une équipe de chercheurs français a mis au point un ADN qui n'appartient à personne. C'est un ADN humain totalement fabriqué. Donc imaginez la collaboration entre la puissance quantique et une telle problématique. Voilà, là c'est vraiment de la science-fiction, là c'est vraiment l'ouverture des possibles. L'infinie puissance de l'infiniment petit n'a pas fini de bouleverser nos repères. Le quantique, par rapport au digital, c'est un petit peu l'armure de Tony Stark qui le transforme en Iron Man. Et c'est une très bonne analogie. En même temps, quand on vous écoute, on se rend compte que dans beaucoup de secteurs, si on couple l'intelligence et l'imagination humaine avec la technologie, eh bien, il y a tout simplement plus de frontières. Plus de frontières, plus de limites. L'exemple des NFT, les tokens non fongibles, nous le prouve très bien. Dans l'actualité récente, nous avons vu des gifs de chats valoir des millions d'euros, des petits lapins colorés valoir des milliards de dollars, etc. En fait, le NFT, c'est vraiment une réalisation 100% fantasphère. La fantasphère dont nous parlions à l'épisode précédent. Comme dans le monde réel, nous avons la Joconde, et bien là, nous avons des NFT, c'est-à-dire des œuvres d'art qui peuvent atteindre des valeurs faramineuses par la seule puissance du marché, mais aussi de l'imagination, dans un monde qui n'est plus le monde sensible, qui est vraiment le monde de la fantasphère.
Alors Sylvain, vous parlez de la Terre, mais au-delà de la fantasphère, il y a aussi évidemment l'exploration spatiale. L'exploration spatiale est un domaine très intéressant puisque c'est à la fois un domaine très concret. Par exemple, en 2020, 50 planètes ont été découvertes en dehors de notre système solaire grâce à une IA. Donc un domaine très concret, très tangible. Et puis aussi, c'est un support puissant à l'imagination. L'imagination pas seulement des auteurs de BD ou de séries, mais l'imagination pour les scientifiques, pour les chercheurs, qui font de Mars une sorte de miroir de la Terre. Comment expérimenter des éléments d'habitat, de nourriture, de développement durable sur Mars, qui conditionnent notre survie en milieu confiné, pour mieux pouvoir les exporter sur Terre. La NASA a imaginé un poste complètement incroyable. C'est vraiment les Men in Black, Planetary Protection Officer. Sa mission, c'est de faire respecter l'article 9 du Code d'exploration spatiale, article qui stipule qu'aucun monde ne doit être abîmé au cours de l'exploration spatiale, ni le nôtre, ni les autres. Bon, évidemment, on ne parle pas actuellement d'extraterrestres, mais toute forme de vie, si petite, microscopique soit-elle, c'est un alien, c'est un extraterrestre. Donc les mondes ne doivent pas être contaminés entre eux. Avec une telle fonction, on voit que l'on transgresse l'ordre établi et que justement, on va en inventer d'autres. La transgression, utilisée à dessein et dans un but positif, peut être bien plus puissante que l'adaptation. L'adaptation conduit toujours à oublier une certaine part de nous, alors que la transgression, au contraire, révèle une part de nous. Et c'est peut-être à chacun de trouver les notions qu'elle souhaite transgresser, justement. Oui, exactement, c'est à chacun de transgresser ses propres tabous, ses propres règles, pour pouvoir avancer, sortir de ses contraintes, de ses habitudes et passer à un cap supérieur en termes de création et d'imagination. Le cachalot, sa respiration est volontaire, donc lorsqu'il dort, les deux hémisphères de son cerveau restent en éveil de façon alternée, pour qu'il puisse remonter à la surface afin de respirer, sinon il meurt. Faisons comme lui. Ne nous endormons jamais totalement et gardons toujours une parcelle de notre esprit enflammée. Voilà, je crois que ce sera le mot de la fin. Soyez donc un cachalot. Je vous remercie beaucoup Sylvain Louradour de nous avoir exposé donc les tendances NetExplo 2021 dans ce lieu magnifique qui est donc le siège de l'UNESCO à Paris. Merci infiniment.